Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Veil sur Europe 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et pour tout le week-end parce que c'est, comme vous le savez, notre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Le 3921, bien sûr, notre numéro d'appel. Vous avez l'habitude. 2 belles heures pour parler ensemble de vous, bavarder, se rencontrer aussi parce que on se retrouve les uns à travers les autres et que vous le savez, tous les sujets sont permis. On parle sans tabou, libre antenne, il y a libre, donc il n'y a pas de questions bêtes, inutiles. C'est votre histoire et donc c'est un peu la nôtre. Voilà, il y a Corentin, Thomas qui vont vous accueillir toute la soirée au standard. Merci à eux, merci à leur gentillesse. Et puis, merci à Fabrice qui réalise avec talent cette émission. Donc, je récapitule 3921 pour nous rejoindre et puis passer avec moi à l'antenne. Vos SMS, bien sûr, au 73921 en commençant par le mot nuit. Vos mails sur notre site europe1.fr et moi, je vous attends. Et je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec Cécile. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir Caroline. Je suis un peu émue parce que Mais c'est normal, ça fait toujours ça au début et puis vous allez voir au fur et à mesure, on va parler ensemble et ça va venir très naturellement, très spontanément. Alors je vais vous aider un peu, vous avez appelé parce que je crois que vous élevez seule votre fille, en tout cas vous l'avez élevée seule et puis vous avez des petites difficultés avec elle, des difficultés relationnelles, un peu comme un couple au fond. Et oui, au fur et à mesure, force est de constater que oui, c'est bien ça, comme un couple. Vous l'avez dit à juste titre. Et les rôles au fur et à mesure, puisque en fait tout ça est apparu à partir du moment où j'ai eu quelques difficultés, des problèmes de santé qui ont diminué un petit peu mes capacités et je ne sais pas si c'est la peur, puisque il y a eu quand même des séquelles. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça vous ennuie de me préciser quelles séquelles, Cécile, pour que je puisse avoir une petite vue de la situation ? Un handicap. Handicap, mais qui touche la mobilité, La mobilité, parce que systématiquement, je me suis rendu compte que lorsqu'on sortait ensemble, ne serait-ce que pour mener ma vie comme avant, faire de petites courses ou sortir tout bêtement, quelque part, ça m'a gênée de voir sa mère claudiquer avec sa canne et elle prend le champ devant, quoi. Oui. Ou alors elle s'emporte si je prends trop de poids parce que je ne devrais pas. On me l'a bien spécifié sous ne pas prendre de certaines charges. Et elle se met en colère et à me gronder en public et ça vous et je me sens humiliée, diminuée. Elle vous infantilise en fait. Oui. Elle vous infantilise. Alors, est-ce que vous voulez bien me décrire le contexte ? Vous avez été malade, vous dites que vous l'avez élevée seule. Depuis quel âge a-t-elle ? 18 ans. 18 ans. Et alors, ça fait... Aujourd'hui en plus. Non, mais pas aujourd'hui. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, en fait. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, elle a atteint 18 ans. Et lorsque les faits sont arrivés, elle avait 12 ans. Certes, c'était en pleine adolescence, début d'adolescence. Quand vous parlez des faits, c'est-à-dire de la séparation, parce que vous l'avez pas fait toute seule, cette petite. Non, la séparation, elle a eu lieu 1 an après sa naissance, parce que c'était
plus gérable, je veux dire, avec son papa. Ouais. C'est donc le choix, enfin, ça s'est imposé, la séparation s'est imposée d'elle-même. C'était c'est quelqu'un de très narcissique, individualiste et qui s'impose et qui ne regarde pas l'autre. Et Dieu sait qu'il désirait l'enfant, mais à partir du moment où l'enfant est arrivé, il fallait que je materne le père aussi. Ah Donc, oui, mais vous savez, c'est souvent le cas. Disons qu'il avait envie que vous vous occupiez plus de lui que du bébé. oui, oui. Et Ouais. ça, j'ai pas pu gérer puisque, je veux dire, bon, elle est née prématurément puisqu'il y a eu des soucis qui sont apparus du fait d'un stress, etc., un stress professionnel. Et puis c'est allé de mal en pis. Dites-moi, Et puis après, c'est lourd pour vous à porter tout ça. ben, je sais pas si c'est lourd, mais je me dis, mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Mhm. Bah écoutez, vous savez, elle traverse aussi cette période particulière qui s'appelle l'adolescence. Je vais pas vous faire un dessin de ce que ça représente. D'ailleurs, je Oui. reçois des petits SMS, notamment de la part de René qui dit elle est adolescente encore, et puis un autre de Flora et qui précise, et à juste titre d'ailleurs, souvent les ados marchent à 10 mètres de leurs parents, qu'ils claudiquent un peu ou pas. Vous savez bien comment c'est-à-dire qu'ils ont besoin de manifester une certaine forme d'indépendance. En fait, elle veut tout simplement marquer un peu une différence avec vous, sa maman. Elle veut montrer qu'elle est D'accord. grande. Oui, C'est pas d'accord. forcément lié à votre handicap. D'accord. Je le voyais pas comme ça. Mais oui, elle est adolescente. Alors vous dites que c'est à partir de 12 ans en fait que vous avez eu ces problèmes de santé. Enfin, Oui. elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Oui. Elle avait 12 ans et j'ai été éjectée par un chauffard. Oh là Voilà. là. On m'a dit que j'étais une rescapée et que seul le sport a pu faire que je suis encore là aujourd'hui. Oh. Voilà. Bon, je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou pas. Mais bien sûr que vous devez vous en réjouir parce que là, là, écoutez, vous savez, Cécile, là, vous avez un petit moment de déprime parce que c'est vrai que souvent, l'adolescence et la post-adolescence, ça confronte les parents à des moments difficiles. Et puis, ça prend un peu de temps. Et ensuite, ce sont de véritables retrouvailles. D'accord. Vous pouvez me croire, c'est souvent le cas. Alors, donc, depuis 12 ans, est-ce que vous diriez que ça l'a fait grandir un peu plus vite que les autres ? Oui, quelque part, ça l'a fait. Et puis, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui lui vole ces moments-là. Vous croyez ? Peut-être, je sais pas. En fait, je ne sais plus quoi penser. J'aimerais que les choses reviennent comme elles étaient, peut-être inconsciemment aussi. Donc, la garder petite ? qu'elle évolue normalement et pas avec cette image de mère, parce que j'étais quelqu'un de très indépendant, autonome. Voilà. Et vous croyez qu'elle ne le sait pas ? Elle sait très bien qui l'a élevée pendant toutes ces années. Les enfants ne s'y trompent jamais. Oui. Dites-moi, Cécile, est-ce qu'elle sort ? Qu'est-ce qu'elle fait, votre petite ? Est-ce qu'elle sort ? Est-ce qu'elle a des amis ? Décrivez-moi un peu sa vie. Oui, sortir, bon, c'est vrai qu'au départ, c'est moi qui ai des craintes, des craintes pour les sorties, les fréquentations, etc. Mais bon, elle a un petit noyau d'amis proches avec qui elle continue d'évoluer et puis de nouvelles amitiés, on va dire. Oui. Mais parallèlement, là, par contre, je me fais violence et je me dis, je n'ai pas le droit de la garder, de la mettre sous cloche. Vous avez raison. Parce que ce n'est pas lui rendre service, il faut qu'elle fasse ses petites expériences. Mais pour moi, c'est énorme, c'est violent pour moi. Pourquoi ? C'est violent dans le sens où je me dis, je ne suis pas là pour l'accompagner, je ne suis pas là... Peut-être que aussi le fait que je l'ai élevée quasiment toute seule.
puisque son papa, lorsqu'il apparaît, c'est juste catastrophique et elle est complètement déstabilisée juste après qu'elle l'ait vu. Donc, elle-même a mis les distances avec lui. Ouais. Et ça, je veux dire, ça lui appartient. C'est une histoire qui lui appartient. C'est son histoire relationnelle avec son père. Mais bon, après, c'est tout un méli-mélo parce que je n'arrive plus. J'ai bien l'impression que c'est un méli-mélo parce que vous avez dit quelque chose d'important là, juste en vous écoutant, vous avez dit je ne peux pas l'accompagner. Mais dites-moi, à 18 ans, on n'accompagne plus ses enfants. Ce sont de jeunes adultes. Qu'est-ce que vous croyez? C'est plus un nourrisson, votre fille. Vous ne devez plus l'emmener au jardin d'enfants, faire du manège, tirer la queue de Mickey. Il s'agit plus de ça, hein? Oui. Elle a grandi? Oui, peut-être que j'ai pas vu qu'elle a grandi. Mais oui, alors vous en êtes tellement occupé que bien sûr vous avez envie de non pas de la surveiller, mais vous veillez sur elle comme le lait sur le feu, à votre manière. En attendant, c'est ce qui a dû se passer, hein, puisque vous étiez toutes les deux et qu'elle était sous votre entière responsabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous croyez pas justement que cette impatience que vous décrivez, c'est une façon aussi d'essayer de s'émanciper de vous? Oui. Maintenant que vous parlez, vous avez dit un mot émancipé, puisque elle ne cesse de me dire, mais tu sais, je vais prendre un appartement, je vais partir. Ouais. Peut-être que c'est pour me préparer. Oui, tout à fait. Vous habituez à l'idée. Quelque part, ouais. m'habituer à l'idée qu'il y aura une certaine distance par la suite, qu'elle essaie de me dire quelque chose. Voilà, mais c'est vrai que moi je suis perdue dans tout ça. Parce que toujours, les adolescents, vous voyez, ou les jeunes adultes comme ça, ils doivent se séparer au fond des personnes qu'ils aiment le plus. Et c'est très compliqué pour eux. D'un côté, ils ont un désir de liberté et de grandir, mais ça veut dire en même temps se séparer de vous. Alors ils sont pris dans cette ambiguïté et la seule façon qu'ils trouvent pour le faire, c'est souvent de se montrer très agressif pour qu'il y ait une vraie rupture. Voilà. Mais ce que vous pourriez vous dire, c'est que son agressivité, elle est à hauteur de l'amour et de l'attachement qu'elle a pour vous. D'accord. Je reçois des petits messages d'ailleurs, vous voyez, j'ai une adolescente de cet âge et c'est pas facile. Et ne croyez pas que c'est votre handicap. Elle essaie de se détacher du parent et c'est agressif, c'est sous une forme agressive. Voilà. Donc cette auditrice ou cet auditeur d'ailleurs, je ne sais pas puisqu'il n'y a pas de signature, est d'accord avec moi. Et puis un autre message de René dont j'aimerais qu'on parle un peu ensemble. Oui. Comment vous vivez, vous, le fait d'avoir une canne et de boiter? Est-ce que vous l'avez accepté? Non. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que parce que vous ne l'acceptez pas, vous lui prêtez à elle des sentiments c'est ma mère qui a une canne et c'est vous qui n'acceptez pas, en fait? Non, ça, je ne l'ai jamais accepté parce que je pratiquais pas mal d'activités sportives notamment. Ouais. Et ça, je suis dans la fréquence et l'intensité est quasi pour moi nulle aujourd'hui. Ouais. Et c'est moi qui suis sous cloche en fait. Je réalise maintenant à l'instant où je vous parle que c'est moi qui suis sous cloche. Pas complètement. Alors, vous dites que vous faisiez beaucoup de sport. Est-ce que aujourd'hui vous avez une rééducation ou quelque chose comme ça? Oui, mais il faut que je fasse attention, même au niveau des fréquences de cette rééducation, pas trop ci, pas trop là, et ça me frustre. Évidemment. Ça me frustre. Ouais. Ça me frustre puisque je ne me posais pas la question jusqu'à présent. Je ne m'étais jamais posé la question dans ma vie d'avant de savoir si à tel endroit je pourrais marcher normalement, s'il y a des démarches, pas des démarches. Bien sûr. Quelle était la nature du terrain. Voilà. Et aujourd'hui, vous devez réfléchir à tout ça.
et je dois anticiper tout ça et c'est juste impossible. Ouais, c'est dur à vivre et puis c'est injuste. C'est injuste puisque bon, malheureusement, dans ces cas-là, même si on est victime, et Dieu sait que je n'aime pas ce terme, mais quand on est victime, il faut prouver qu'on est victime. Donc, quelque part, je pense que on n'est plus lié à double titre. C'est-à-dire que vous avez subi un vrai traumatisme, un traumatisme physique déjà, et en plus, comme tous les accidents, c'est arrivé du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation, vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain avec une certaine forme d'invalidité. J'imagine que vous n'avez pas pu remarcher tout de suite, qu'il y a eu, il y a dû y avoir des opérations, un séjour à l'hôpital et que le chemin a dû être long. C'est un chemin de croix et c'est pas fini. Alors que vous disent les médecins? Les médecins, c'est pas maintenant, vous êtes trop jeune, pas maintenant, vous êtes trop jeune et j'estime que... Vous êtes trop jeune pourquoi? Pour des interventions chirurgicales qui me permettraient, moi, et je le sens et je le sais dans mon corps, quoi, parce que je le vis, pour m'aider à me remettre un petit peu d'aplomb, récupérer et marcher. Donc, il refuse toute prothèse sous prétexte que ça a un coût, sous prétexte que ça se casse. Et on retarde l'échéance. Et pour moi, c'est juste... Mais dites-moi, vous pourriez prendre un autre avis? C'est le serpent qui se mord la queue, en fait, parce que systématiquement, on me renvoie ça, on me dit, vous allez récupérer. En matière de rééducation, vous vous débrouillez bien, mais une rééducation ne résout pas tout et surtout pas des fractures et qui, de toute façon, avec l'âge aidant, au fur et à mesure, il y aura forcément une dégradation et la dégradation est liée. Et si on vous met une prothèse aujourd'hui, vous dites, vous avez l'air de penser que si on vous mettait une prothèse, en fait, vous pourriez récupérer plus vite parce que bon, le problème de la fracture serait résolu. Oui, prothèse d'un côté et autre. Enfin, je pense que c'est la prise en charge par elle-même qui fait que. Vous voulez dire le coût? Oui, qui systématiquement, le coût revient. Et dites-moi, final, Cécile, pardon de vous poser cette question, mais vous avez dit que vous étiez victime. Est-ce que vous avez pu obtenir une indemnité, quelque chose qui vous permet de couvrir les frais les frais médicaux, tout simplement? C'est moi qui fais l'avance des frais. Mais comment ça se fait que vous n'ayez pas obtenu réparation? Puisque l'affaire traîne et que la fameuse compagnie d'assurance, cette année, ça fait quelques années maintenant, hein. Donc, cette compagnie d'assurance est une grosse compagnie nationale. Mmh. Et j'ai l'impression que, comme toutes les compagnies d'assurance, donc elles s'assurent des défenseurs qui sont au top. Et nous, on fait avec les petits moyens. Il y a des gens qui se retrouvent dans mon cas de figure parce qu'on me dit oui, moi aussi, autour de moi, il y a certaines personnes que je rencontre et qui ont un quasi parcours similaire. Et donc, on se retrouve à devoir faire l'avance de frais, payer à droite, payer à gauche. Tout à fait, Cécile. Mais est-ce que vous avez quelqu'un qui défend vos intérêts? Oui, un fameux avocat, entre guillemets, spécialisé dans le domaine et qui me dit tant qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, c'est peine perdue. Alors, comment dois-je lui dire? Je me pose la question, je me dis, qui est l'avocat? Qui doit défendre qui doit prouver quoi? Bien sûr, parce que l'avocat, il est là pour vous aider à financer l'opération en question. Voilà. Et dites-moi, si on commençait par changer d'avocat? Et voilà, et j'ai eu la confirmation encore aujourd'hui qui me dit comme on doit s'y attendre, sans surprise, votre affaire
il y a un pré-rapport définitif avec un pré-rapport, bien sûr, avec lequel je ne suis pas d'accord, puisqu'il ne fait pas état de fractures et des conséquences à venir. Il doit y avoir un rapport médical, il y a un dossier médical. Le dossier médical, paradoxalement, c'est pas le dossier, ce sont tous les clichés, tout ce que j'ai pu faire qui atteste bien de ces fractures, de l'effet de causalité. Et paradoxalement, pour le défenseur, pour le représentant, ça ne fonctionne pas. Et presque, je devrais lui mâcher son travail. Mais oui, j'ai l'impression. Mais bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous ne changez pas d'avocat ? Il n'y a pas qu'un seul avocat sur Terre, même s'il est spécialisé. Je vais vous dire, visiblement, ça traîne. Vous dites que c'est arrivé, votre fille avait 12 ans, elle en a 18, donc ça fait 6 ans. Ça me semble très très long tout ça pour une expertise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bonne volonté là-dessous. Non, mais voilà, et puis moi j'ai ce sentiment d'impuissance parce que... Non, pas du tout, vous n'êtes pas impuissante. Vous pouvez très bien retirer le dossier et aller le porter ailleurs. Voilà, et puis raconter à nouveau l'histoire. Oui, je sais, mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine ? Est-ce que au fond, si vous voulez votre bien-être, votre santé, elle ne passe pas par là ? Est-ce que vous croyez pas que ça vous permettrait de mobiliser votre énergie et que, du coup, par ricochet, votre fille précisément ne vous verrait plus comme une victime, mais comme sa mère, une femme qui combat et qui combat pour elle-même. Oui, sans doute. Et ça vous permettrait aussi de lui dire, voilà, il faut se battre, il faut jamais rien lâcher. C'est une belle leçon de vie que vous pourriez lui donner en même temps. Il faut se battre, il faut jamais rien lâcher. Dans la vie, même si on ne se sent pas puissant, finalement, on peut toujours agir à son niveau. Moi, cet avocat, maintenant, je ne lui fais plus confiance. Je vais récupérer le dossier, je vais aller voir quelqu'un pour qu'il s'occupe de me défendre et de défendre mes intérêts. Vous avez le droit aussi à, j'imagine, une assistance quand on est dans votre cas. Parce que vous l'avez dit, même si vous n'aimez pas ce mot, vous avez été victime d'un accident, d'un chauffard qui vous a renversé. D'accord ? Et qui continue à courir et ça me met en colère. Pour avoir juste un tout petit peu, pas autant que Maître Pérez, mais pour avoir un petit peu quelques notions de droit, celui qui est au volant de sa voiture doit toujours rester maître de son véhicule. D'accord ? Donc celui qui est en tort, c'est lui. Celle qui a raison, c'est vous. Donc ça me semble très très long pour que vous obteniez gain de cause. Ah oui, c'est énorme. Parce qu'il y a des évidences comme ça. Donc quoi qu'il arrive, je veux dire, ça pourrait quand même avoir un petit coup d'accélérateur. Et moi, vraiment, je pense que vous devriez plutôt vous engager dans ce combat-là. Et je peux vous dire que votre fille, elle vous en saurait gré. Oui. Parce que peut-être qu'en même temps, ça la soulagerait. Peut-être aussi que d'une certaine façon, de manière inconsciente, on est bien d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'elle vous en veut de ne pas y aller suffisamment fort. Et que au lieu de vous concentrer sur elle et que ça donne lieu à des inquiétudes, parce que ce que j'entends moi dans votre voix, c'est une anxiété de fond. Donc cette anxiété, est-ce qu'elle serait pas mieux canalisée à vous bagarrer pour vous et obtenir ce qui vous est dû, plutôt que de penser à surveiller une jeune adulte qui n'a plus tellement l'âge de l'être? Oui. Je crois que vous avez besoin qu'on vous redonne confiance en vous. Vous n'êtes pas du tout impuissante. Ouais, vous n'êtes perdu. J'ai perdu. J'étais pas comme ça, je ne me reconnais plus. Oui, mais c'est parce que quand on a un accident et que l'intégrité physique est atteinte, c'est très fréquent d'avoir ce type de réaction. Vous avez été traumatisé, vous avez été bouleversé et on perd ses moyens. C'est tout à fait normal. Alors je reçois plein de messages à votre attention. D'abord un message d'Evelyne qui dit qu'elle aimerait bien prendre contact avec vous pour bavarder. Et puis un autre de René qui dit pourquoi ne pas aller voir un thérapeute pour essayer de parler de ce qui vous occupe, de votre douleur, de la façon de combattre. Et puis encore un autre qui dit changer d'avocat, il faut absolument contacter l'ordre des avocats. Et il y a quelque chose qui est pas clair là-dessous. Oui, non mais ça fait 6 ans. Donc
Ouais, il faut pas s'asseoir dessus. Il faut jamais cesser de lutter pour soi. Je sais que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Puis je me dis, voilà, je perds mes moyens, puis de me voir aussi dans cet état. Mais oui. Je suis en colère aussi contre moi. Il y a de la colère contre moi. Je me dis, j'étais pas comme ça. Je suis devenue comme ça et ça, je ne supporte pas. Bah oui, mais c'est pour ça que justement, vous mobilisez pour ça. Ça vaudrait la peine et ça vous donnerait à vous le sentiment de ne pas être impuissante et ça vous permettrait de, si vous voulez, de vous restaurer un peu à vos yeux. Parce que voilà, Marie dit, il y a eu un accident, donc un constat de gendarmerie, des assurances et il faut aller au siège et surtout garder l'espoir. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes très très démoralisée parce que vous luttez seule. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des murs autour de moi. Trouver le bon défenseur n'est pas chose aisée. Mais on va prendre le temps. Il est clair avec cette expérience, je n'ai plus confiance aussi. Donc, bien sûr, mais moi j'ai votre âge sous les yeux, Cécile, vous êtes jeune. Hein. C'est un moment de déprime que vous avez. Pas si jeune que ça. Oh, vous êtes jeune. Laissez-moi vous dire que vous êtes jeune. Alors, il y a une autre dame qui appelle en disant je suis dans le même cas que Cécile. Si elle veut m'appeler, c'est Michel. Pardon, c'est pas une dame, c'est Michel et qui donne son numéro. Donc, on peut vous donner tout ça hors antenne. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais que vous preniez conscience que vous êtes dans un moment de déprime. Tout à fait normal, tout à fait légitime, parce que ce que vous vivez est d'une grande injustice. C'est d'une grande injustice à 2 titres. D'abord, c'est un sale coup de la vie, voilà. Oui. Et ensuite, c'est parce que vous n'êtes pas bien défendu et que vous ne parvenez pas à obtenir réparation de ce qu'on vous a fait. Et ça, c'est très très important. Oui, parce que je me dis que quelque part, c'est pas tellement sur le plan financier, mais que l'acte, tout ça soit reconnu, ça me permettrait de, enfin, tourner la page définitivement, ne pas regarder derrière et pouvoir regarder devant. Alors écoutez, je reçois un message quand même, un SMS qui est le bienvenu et qui dit ceci: je travaille dans l'assurance. Il est impossible avec la loi Badinter que cette dame n'ait pas été indemnisée. Le versement de provisions est obligatoire et dans des brefs délais sous peine de pénalité. Et tous les assureurs respectent ces délais. Ben, l'avocat dit que non. Ah bah c'est pas possible. Alors je peux vous dire que là il faut s'activer vite, hein, Cécile, parce que tous nos auditeurs vont dans le même sens. Oui. Je peux compter sur vous. On va se réveiller lundi matin. Oui. Ouais, et on va reprendre le flambeau. Oui. Et puis vous allez nous appeler d'ici un mois ou 2 pour nous dire où vous en êtes. Entendu. Bon, je compte sur vous parce que je pense que là il y a matière. On va se réveiller un peu. D'accord ? Oui. Désolée de vous parler, de vous secouer, mais je crois qu'au fond, c'est la seule manière peut-être de vous faire réagir. Et puis, il faut que vous vous fassiez aider, vous, personnellement. Un psy, un psychiatre, un psychologue, un médecin, mais que vous vous fassiez assister pour que vous soyez vous-même, que vous retrouviez toute la potentialité qui est la vôtre. Hein ? Que vous soyez plus dans cet état d'abattement. C'est ça. Je sens une grosse déprime là-dessous. Non, mais vous avez touché, vous avez dit les mots. Ouais. Vous avez dit les mots. Peut-être que je ne vais pas les entendre, mais vous avez dit les mots. Oui, mais c'est pas une fatalité. Oui. C'est pas une fatalité. On peut réagir face à ça. C'est pour ça que je me permets d'avoir des mots comme ça, on va dire non pas vifs, mais d'essayer de vous montrer à quel point précisément vous pouvez vous sortir de ça. Hein, je compte sur vous et puis j'espère surtout que vous allez nous appeler d'ici un mois ou 2 pour nous donner des bonnes nouvelles. Et je vous en supplie, voyez un autre avocat. Prenez conseil. Vous avez plein de choses à faire ce lundi matin. On va décider ensemble que la semaine prochaine sera une autre semaine et qu'elle ne ressemblera pas à celle qui vient de se passer. Entendu. D'accord ?
D'accord. Bon, je vous embrasse, Cécile. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais remercier nos auditeurs parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des SMS pour Cécile et que ça fait du bien de sentir cette solidarité et votre intérêt aussi pour les personnes qui sont comme ça en difficulté et dans la détresse parce que c'est bien le cas. Bien, je vous propose de continuer tout de suite avec Xavier. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Mais très très bien. Alors j'ai très peur parce que nous nous sommes eus au mois de janvier, donc vous aviez été formidable. Entre parenthèses, je ne cesse de faire de la pub pour votre émission. Ah bah c'est sympa que ça. Et là j'ai l'impression de passer un oral de concours tellement j'ai peur. Oh là là, mais attendez, alors je vous arrête. Vous vous trompez, on n'est pas du tout dans la performance. Ah ben je sais, mais enfin si vous voulez oui. Je sais. Alors, il ne s'agit pas pour vous d'être bon ou pas bon, etc. Vous avez quelque chose. Vous appelez pour une raison bien précise et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'après ce que l'on m'a dit, on vous a fait un petit résumé. Tout à fait. D'accord. Donc j'explique aux auditeurs un petit peu ce qui m'arrive. Oui. Alors en fait, j'ai 56 ans et j'ai pris une décision en fait assez difficile à prendre. C'est-à-dire que je rentre dans la maison où j'ai grandi. Donc quand j'étais enfant et adolescent, pour la dernière fois. C'est mes parents, je vous l'avais dit d'ailleurs au mois de janvier, sont décédés tous les deux en l'espace de 14 mois. Donc notre maison est en vente et j'aimais beaucoup mes parents, notamment mon père, qui était entre autres médecin. Et c'est ce que j'ai dit à, je pense, c'est Corentin, c'est oui, ça tout à fait, Corentin. Voilà. Alors ça va vous sembler un petit peu, curieux, mais mes deux parents étaient d'abord des gens formidables, et mon père, médecin, à propos duquel des gens de la région où j'ai grandi ont dit que nous étions des privilégiés. Mon père, en fait, mon père mais bon, ces gens-là se trompaient, bien évidemment. Mon père, en fait, donc, a passé toute sa vie à soigner ses patients. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas protégé. C'est-à-dire qu'il a pris pour lui, il s'est en gros laissé envahir par ses passions. C'est-à-dire, nous habitions un petit village, donc à chaque fois que des patients voyaient papa, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Résultat, à la maison, par exemple, pendant les repas, mes parents ne parlaient que maladie. Bah oui, mais vous savez que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce que c'est un métier quand on l'exerce forcément et vous dites que vous habitiez à un petit village. Quand on exerce ce genre de métier, on est tellement concerné par les autres, on est dans le don de soi en permanence. Voilà, ce qui était le cas de mon père. Et donc, si vous voulez, j'aimais beaucoup mes parents. Alors, papa avait d'autres activités, notamment, il est devenu à 81 ans agrégé d'histoire. Wow. Et puis il faisait de la peinture. Donc je veux aussi rentrer dans notre maison pour récupérer quelques affaires. Mais bon, j'avais déjà commencé il y a quelque temps. Et ce qui va être très dur, c'est que mardi, je rentre à Paris. Et en gros, j'ai pris la décision de ne plus jamais remettre les pieds dans cette région. C'est trop douloureux. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est parce que c'est trop douloureux? J'arrive pas trop, oui, c'est très douloureux. Parce qu'en fait, je n'ai pas été très heureux enfant et adolescent dans cette région, y compris quand j'étais lycéen dans on va dire la capitale régionale de cette région. Ah oui. Et tout à l'heure, j'ai envoyé parce que je cultive et je pense que c'est très important. Je dis ça aussi pour des auditeurs qui écoutent. Moi, j'ai une devise qu'on trouve dans une chanson de Calogero. En gros, on n'est riche que de ses amis. C'est vrai. Et je cultive ça. Donc j'ai peu d'amis, mais j'en ai des vrais. Et j'en ai plus beaucoup dans cette région, mais j'en ai quand même quelques-uns à Paris. Et ça, c'est très important pour moi. Et alors, donc, je veux aussi retourner là-bas parce que j'ai quelques livres, notamment des livres personnels à récupérer. Et à 56 ans, moi, mon objectif, c'est une fois de retour à Paris mardi,
sauf si le train déraillait, je ne pense pas, c'est m'adonner à l'une de mes passions, à savoir l'écriture. Ah. Donc là où j'habite, je dirais près de la Seine, eh bien, il n'y a que des livres et des tableaux. Et pourtant, je ne suis pas riche, je précise. Oui. Non, mais bon, c'est comme donc, ça si que vous avez choisi de vivre. Et c'est pour ça que le fait de retourner là-bas une dernière fois va être aussi un soulagement. C'est-à-dire que des livres, il va en rester, des souvenirs, il va en rester, notamment de très mauvais souvenirs, mais c'est comme ça. Je suis encore jeune, Tout à fait. et donc si vous voulez, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de mon travail. Mais si vous voulez, cette enfance, même en gros, je considère que les habitants de ce petit village, en fait, ont manipulé mes deux parents comme des pantins toute leur vie. Vous voulez dire qu'ils se sont servis d'eux? Oui, indiscutablement. Et alors, comment vous expliquez, vous dites que vous n'étiez pas parce que mon père heureux? était trop gentil. Malheureux, parce qu'en gros, là, je vais parler comme un enfant de 8-9 ans, parce que j'avais pas mes parents pour moi. Bien sûr. Mais c'est une revendication, je vais vous dire, qu'on a toute sa vie quand on vit ce genre de situation. On a toute sa vie ce genre de manque, enfin on a ce manque, et vous avez raison quand vous dites comme un enfant de 8 ans, c'est le petit garçon qui parle aujourd'hui. Oui, je suis à la fois, mais j'ai toujours été comme ça, très adulte et petit garçon. Je crois que je ne changerai pas. Je serai comme ça jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que vous avez dû être mature, et en même temps, émotionnellement, vous êtes comme tout le monde. Quelquefois, on a 5 ans, on a 8 ans, et du mal à avoir la distance. Ce qui a été très dur à vivre, c'est beaucoup de réflexions de personnes. D'ailleurs, je pense que mon témoignage pourra peut-être éclairer certains auditeurs sur le métier de médecin. En gros, toute ma vie, j'ai entendu, même encore aujourd'hui, des gens de là-bas. Je préfère ne pas nommer la région en question. En gros, avec l'argent que gagnait ton père, avec la retraite qu'il a, enfin, de quoi se mêlent les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ça porte un nom, ça s'appelle la jalousie. Oui. Qu'on trouve dans beaucoup de lieux en province. J'ai beaucoup réfléchi sur ce thème. Il y a aussi des personnes fantastiques en province, on ne va pas généraliser. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, si vous voulez, cette région-là, en fait, je l'aime parce que j'y suis très attaché. D'autant plus que le lieu où nous vivions est une très belle vallée qui n'est pas très connue. Mais je n'ai entendu que des problèmes de jalousie. Et donc, à 56 ans, je ne supporte plus. Et j'en suis au stade, j'espère que vous allez me comprendre, Caroline, j'en suis au stade où, si vous voulez, des gens que je connais, par exemple, vous savez, les gens s'appellent beaucoup au téléphone, enfin c'est très à la mode, entre autres, mais des gens qui me parlent de leurs problèmes de santé, mettons j'ai mal, je suis capable, au jour d'aujourd'hui, de leur accrocher au nez, parce que je ne supporte plus. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez, papa vraiment a donné toute sa vie pour des gens qui n'ont eu aucune... n'ont eu aucune reconnaissance. Non, c'est pas que je n'en peux plus, mais enfin, si vous voulez, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, et vous allez me dire que je suis peut-être un peu égoïste, mais enfin, les problèmes de santé des autres, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Vous avez entendu parler de ça toute votre vie, pendant tous les repas, vous avez eu votre repas de se faire énormément de soucis. C'est un peu normal. Une petite remarque à ce sujet, j'ai choisi, on va dire, d'une drôle de façon d'être professeur. Donc c'est le métier que j'ai exercé. Et j'espère que beaucoup d'auditeurs comprendront ma remarque. Dans le milieu prof, les gens sont toujours en train de se plaindre de leurs problèmes de santé. Mais ça, je le sais depuis des années. Ah oui, ça, je peux vous le garantir. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas, au fond, que quand on se plaint de ces problèmes de santé, quelquefois, c'est tout simplement une manière de parler de soi et de dire « j'ai mal ». Sûrement, mais si vous voulez, vous savez, quelquefois, c'est la Libye. Enfin, c'est la Libye. C'est un prétexte. Voilà, c'est pour essayer. Et puis, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en fait, la douleur, elle est là, elle est présente, mais qu'il y a autre chose derrière. Oui, sûrement. Mais enfin, si vous voulez, comme mon père était quand même très dévoué aux
habitants de ce petit village. Si vous voulez, les gens, voilà, dès qu'ils voyaient papa, voilà, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. J'avoue que je ne peux plus. Vous allez me dire, je n'habite plus là-bas. Mais ça m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles le fait de retourner là-bas une dernière fois va être aussi un soulagement. Parce que je pense que de retour à Paris mardi soir, eh bien, à part des amis que j'apprécie beaucoup et qui ont, je trouve, tout à fait le droit de se plaindre, moi, ma vie va quand même changer. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne vous faites pas accompagner ? Alors, vous voulez au niveau psy ? Non, pas du tout, là-bas, tout simplement. Ah oui, alors de toute façon, j'ai fait une psychanalyse et je vois un psychologue tous les 15 jours. Oui, non, mais je veux dire, pour retourner là-bas, pour que ça soit léger, bien sûr que ça sera un soulagement, mais quand vous allez partir, mais pendant ces 3 jours que vous allez passer dans votre maison, peut-être... En fait, je ne connais personne, voyez, même pour aller me chercher à la gare. Je sais à qui je vais demander. Non, mais avec un ami de Paris. Pardon ? Avec un ami de Paris. Ah non, je n'ai pas. Même dans les rares amis que j'ai à Paris, soit ils ne sont pas disponibles, soit ils travaillent. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, il faut que je le fasse seul. Mais en tant qu'on va dire que grand garçon, je dois être capable quand même de faire ça, mais ça va être quand même très douloureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vais arriver dans une maison aux 3/4 vide, pas chauffée. Donc vous allez habiter sur place, ouais ? Oui. Je vais habiter sur place et donc j'ai volontairement coupé les liens avec pas mal de personnes de cette petite commune dont j'ai pensé qu'elles étaient très envahissantes. Donc il y a tout un tas de gens que je ne veux plus voir. Donc si vous voulez, moi l'objectif de la base, c'est trier, remplir mes sacs. Je vais mettre un très beau tableau qu'avait fait papa dans mes affaires. Ramener des livres et puis voilà, si vous voulez, une fois que je serai dans le train mardi après-midi, ça sera, je pense, un soulagement. Et alors, je me permettais aussi de vous appeler, j'espère ne pas être trop ennuyeux. Pas du tout. Si c'était possible, si vous avez des témoignages de personnes un peu dans mon cas, qui ont décidé une fois dans leur vie, voilà, de retourner pour la dernière fois là où ils ont grandi, par rapport à un deuil, par rapport à des choix personnels, ça m'aiderait un petit peu que des gens comme ça me contactent par le biais de votre radio. Parce qu'en fait, c'est très dur, je trouve que c'est très difficile, c'est pas évident comme démarche. Non, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de me dire... Parce que je laisse aussi beaucoup de souvenirs. Oui, vous êtes en train de me dire, je pense que quand je vais partir, ça sera un soulagement, parce qu'effectivement, je vais laisser derrière moi des mauvais souvenirs, toute une enfance, une adolescence où j'ai pas été très heureux, mais en même temps, aller dans cette maison où j'ai vécu et où il s'agit de moi, ma vie, ma vie, et où ont vécu mes parents, auxquels vous êtes visiblement très attaché, ça doit aussi être un déchirement. Tout à fait. Donc c'est compliqué parce que au fond vous les quittez une deuxième fois, si je puis dire. Oui. Vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes en train de dire adieu non seulement à la maison, mais aussi à une partie de votre vie et puis un peu à eux. Je n'avais pas tellement d'amis quand j'étais enfant, enfin de vrais amis quand j'étais enfant et adolescent là-bas, y compris au collège et au lycée. Non, il me semble que vous m'aviez dit que vous vous sentiez exclu. Je pense pas d'en dire les choses comme ça, mais de toute façon j'avais 1 an d'avance quand j'étais, on va dire, au collège et au lycée. Et comment dire, c'était pas évident. Par exemple, quand j'étais en terminale, j'avais des camarades de classe qui avaient 22 ans, alors que moi j'en avais 16. Parce que les classes étaient ensemble, expliquez-moi. Non, c'est pas ça. Vous comprenez pas. Enfin, quand vous comprenez pas. Je pense. Non, mais vous avez raison. Je me trompe. Comme en terminale, j'avais 1 an d'avance, donc j'ai passé mon bac à 16 ans. C'est énorme. J'avais des camarades de classe qui, eux, avaient redoublé plusieurs fois. Donc, ils se retrouvaient par le plus grand des hasards en terminale à 22 ans. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est pas évident. J'étais un grand bébé, peut-être déjà, et je crois que je vais rester jusqu'à la fin de mes jours.
J'étais trop petit garçon. À quel âge vous êtes parti de là-bas ? Je suis parti de là-bas quand j'avais 20 ans parce que j'ai fait une classe prépa après mon bac et qui a été très destructrice. C'était trop dur pour moi et donc j'ai fait une classe prépa HEC là-bas. Ouais. Et si vous voulez, j'ai raté mes concours et j'ai fait une dépression après. Oui, j'ai compris. Dites-moi Xavier, alors pardon, on s'interrompt quelques instants, le temps du journal, surtout vous ne raccrochez pas, vous restez avec moi, je vous retrouve tout de suite après, d'accord ? Très bien, merci beaucoup. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Veil sur Europe 1. Voilà, il est minuit passé, notre libre antenne continue, le 39-21 bien sûr, et nous sommes ensemble jusqu'à 1h, ça veut dire que il vous reste encore une grande heure pour nous appeler et passer à l'antenne avec moi ce soir. Alors vous connaissez le principe de l'émission bien sûr, on se raconte, on se livre, on se confie. Je suis à votre écoute et puis on déroule ensemble le fil de votre histoire, On cherche éventuellement des solutions ou bien des débuts de solutions aux problèmes qui vous agitent là au cœur de la nuit. On réfléchit à voix haute, c'est toujours plus facile et puis on avance comme ça. Donc le 3921, ça c'est notre numéro d'appel, mais il y a d'autres voies d'accès pour nous rejoindre. Vos SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. Vous savez que moi j'aime énormément vos SMS parce que ça me guide souvent, je dois le reconnaître. Et puis ça me permet de prendre la température, de voir quelles sont vos réactions. Et j'attends aussi vos mails sur notre site europe1.fr. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Alors on va retrouver Xavier. Xavier, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, alors je résume un tout petit peu pour les auditeurs qui nous prendraient en route. Vous vous apprêtez demain à retourner pour la dernière fois dans la maison qui a été la maison de votre jeunesse. Pas demain, mais dimanche. Dimanche, pardon. Oui. En tout cas, ce week-end. Et puis, vous vous apprêtez aussi à la quitter définitivement et à tirer, non pas un trait, mais en tout cas à tourner la page de moments qui n'ont pas été très agréables, de moments plutôt douloureux. Oui, c'est bien résumé. Oui. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, en fait, alors j'ai une sœur avec qui je m'entends, on va dire moyennement bien, et on a quand même été présents jusqu'à la fin de la vie de nos parents respectifs. Ils ont été, on les a entourés au mieux jusqu'à la fin de leur vie, et nos deux parents ont eu la chance en gros de mourir presque chez eux, si vous voulez. Vous dites donc il y a aussi tout cet aspect-là. Pardon ? Vous dites no, c'est-à-dire que vous avez des... Oui, j'ai une sœur, voilà, donc ma sœur a quand même beaucoup aidé mes parents aussi. Et dites-moi, ce que je voudrais savoir, moi, c'est, elle a les mêmes souvenirs que vous ? Non. Non, parce que on n'a pas, comment dire, quand j'étais adolescent, moi j'étais mi-pensionnaire, ma sœur était pensionnaire, d'ailleurs elle me jalouse un petit peu par rapport à ça. Et ma sœur a quitté assez vite mes parents. Moi je suis resté plus longtemps avec eux. Ah oui. Et je pense qu'on n'a pas le même vécu. Pas le même ressenti. Pas le même ressenti. Et puis bon, moi je vis à Paris, elle vit, on va dire, dans l'ex-capitale régionale de cette région. Ouais. Et alors... donc si vous voulez, on ne vit pas de la même façon. Moi, je pense d'ailleurs, alors est-ce que les auditeurs vont comprendre ? Moi, je pense que si j'étais resté, donc je suis parti moi à 20 ans de notre région, je pense que si j'étais resté là-bas un peu plus longtemps, je serais mort d'ennui ou de tristesse, carrément. Carrément. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, carrément. Ouais.
je n'aurais pas une vie trop difficile avec des gens jaloux, méchants. Moi, j'aime beaucoup les livres. C'est une région où les gens ne lisent pas. Pour vous donner un petit aperçu à vous, de même qu'aux auditeurs, quand mon père est décédé, donc le 6 août 2017, j'ai donné énormément de livres à des personnes que je connaissais, pour aussi quand même sauvegarder une partie de ce qu'on avait et ne pas les donner à n'importe qui. En gros, je n'ai pas eu droit à un merci, parce que les gens n'en ont rien à faire. Moi, j'adore lire, je pense que beaucoup de vos auditeurs aussi, mais bon, c'est une région, comme d'autres en France, où les gens ne lisent pas. Et moi, j'ai un peu réfléchi par moi-même sur les loisirs des habitants de cette région que je ne veux pas nommer. En gros, c'est jardinage, télévision et grosse bouffe entre amis. Oui, mais attendez, chacun a le droit d'avoir ses intérêts. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord, oui. Je peux vous demander, oui, vous êtes professeur de quoi? Non, alors je suis à la retraite. Ah, d'accord. J'ai obtenu ma retraite. Mais qu'est-ce que vous avez enseigné? L'histoire géo. L'histoire géo. Donc votre père était agrégé d'histoire? Mon père a passé à 82 ans pour le plaisir l'agrégation d'histoire qu'il a obtenue. Oh là là, je trouve ça formidable. Mais formidable. Entre parenthèses, l'éducation nationale, ni absolument rien, aucune reconnaissance. Enfin, je connais ce ministère depuis de très nombreuses années et je suis très critique sur le milieu enseignant, je vous dis tout de suite. Et donc bien content de ne plus être prof. Ah bon? Bien que adorant l'histoire, moi j'adore l'histoire de l'art. Je suis aussi guide conférencier, mais je ne travaille. Ma petite retraite me permet de vivre. J'ai, on va dire, grâce à ma carte de guide conférencier, la gratuité dans les musées à Paris. Donc mais bon, comment dire, mais bon, j'ai pas fait histoire. Comment dire, j'ai pas fait des études d'histoire géo par hasard. En fait, je crois que mon père, il y a beaucoup de médecins qui sont passionnés par l'histoire. Donc papa m'a donné l'amour. Il vous a transmis oui. Ce goût-là. Xavier, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous êtes en colère. Ah oui, mais je suis un garçon à la fois, on va dire, gentil et très révolté. Ouais. Contre l'injustice, je ne changerai pas. Qu'est-ce que vous trouvez injuste? Pardon? Qu'est-ce que vous trouvez injuste? Je sais pas, la vie en général, comment dire... Parce que vous partez à 20 ans. À l'âge de 20 ans, qu'est-ce qui se passe pour vous? Disons que vous avez eu l'occasion, certainement des opportunités d'être... En fait, mes grands-parents maternels vivaient en région parisienne. Donc, il y a eu, depuis tout petit, on va dire, j'aimais beaucoup Paris parce que mes grands-parents habitaient Levallois-Perret. Et que ma mère a eu l'intelligence, je pense qu'elle ne s'en est pas rendue compte, mais elle me mettait au train une fois par an pour que j'aille voir mes grands-parents. Et en fait, avec mes grands-parents et ma tante, nous visitions Paris pendant une semaine. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Je vous dis, je serais resté là-bas en permanence, je serais décédé. Oui, vous avez l'impression que vous vous êtes échappé et que vous vous êtes sauvé. Donc, le fait, Paris, c'était un peu pour vous un rêve, un fantasme quand vous partez de là-bas. Vous avez fait vos études à Paris? Non, à Créteil. À Créteil, dans la région parisienne. Mes études de guide à Paris, en région parisienne. Oui. Et ça n'a pas été facile pourtant. Ça n'a pas été facile. Ensuite vous avez travaillé. À aucun moment vous n'avez eu de gratification dans votre activité? Non. Certainement pas l'éducation nationale. Ça, je peux vous le dire, et je suis sûr que beaucoup d'auditeurs, profs qui vous écoutent, seraient d'accord avec moi. C'est pas un ministère qui récompense les gens. C'est le nivellement par le bas. Et vraiment, je me demande pourquoi j'ai choisi ce métier parfois. Et bien content d'en être sorti. Et pourquoi vous n'avez pas changé d'orientation? Parce que, écoutez, on est peut-être au cœur du problème. Mes deux parents ma mère était sage-femme et donc à un moment a travaillé en clinique avec des horaires abominables du style 24 heures non-stop. Bah oui, c'est vrai et puis que après 48 heures les de accouchements, ça on prévient pas. Vous savez, ça peut arriver n'importe quand.
Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que ces conditions de travail étaient difficiles. Donc, mes deux parents, notamment ma mère, en fait, par rapport à la vie qu'a menée mon père dans le cadre de son travail, où parfois il travaillait jusqu'à 120 heures par semaine, ma mère nous a un petit peu influencés avec ma sœur pour que nous devenions fonctionnaires. Mais bon, ça... c'était la mentalité, on va dire, d'autrefois. C'est-à-dire, pour maman, le fait d'être fonctionnaire, c'était une vie plus facile que médecin de campagne, avec des vacances, avec une paye, on va dire, pas forcément extraordinaire, mais des conditions de travail, on va dire, à l'époque, correct. Ça a changé depuis. Et donc, vous pensez que vous avez été influencé ? Ah oui, très. Ouais. Très. Vous voyez, à la limite, de toute façon, j'étais très mauvais en sciences naturelles, donc je pense que j'aurais fait un très mauvais médecin. Ouais, puis je pense qu'il y avait une réaction surtout. Je pense qu'il y avait une réaction. Ah, Xavier, j'ai l'impression qu'on vous a perdu. Xavier, où êtes-vous ? Bon, Xavier ne répond plus. On va peut-être écouter un peu de musique, le temps de récupérer Xavier. Voilà, et puis on se retrouve tout de suite après. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Veil. Bien, alors on a perdu Xavier qui s'est évanoui dans la nature, hélas, et du coup je vous propose de continuer avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bien, comment allez-vous ? C'est moyen, ça va quand même. Non, ça va quand même. Mais vous avez vu la télévision, je regarde votre émission, là, j'aime beaucoup. C'est sympa. Avec Daphné Birki, j'aime beaucoup. Bon, formidable. En tout cas, je suis contente de vous entendre. Et puis, je crois que vous avez, vous, un souci avec votre compagnon. Oui. C'est-à-dire que nous ne vivons pas ensemble, mais on se voit souvent. Et ça fait quand même 14 ans qu'on se connaît. 14 ans ? Oui. Mais là, ça commence à devenir très, 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 très dur. Le problème, c'est que il a de gros problèmes relationnels. Il est fâché, il se fâche avec tout le monde. Ah. Avec ses fils, avec ses voisins, et avec sa mère également. Avec qui je m'entends très bien d'ailleurs. Mais là, il est fâché avec sa mère maintenant. Je peux vous demander son âge ? Alors, moi j'ai 69 et lui il a 67. D'accord. Voilà. Et il était comme ça depuis toujours ? Au début, c'est vrai qu'au début que c'est bien, une relation c'est toujours bien, mais il y avait des petites choses comme ça. Je voyais bien quand même que dans la relation, c'était pas avec les autres, quoi. Oui. Il y a toujours je sentais quand même que avec les autres, ça marchait pas toujours bien, mais bon, ça passait quand même. Mais au fil des années, je me suis rendu compte quand même que là, c'est quand même assez sérieux. Est-ce qu'il se fâche avec vous ? Alors, il n'y a plus que moi qui peut voir. Tous les autres, autrement, il les a éliminés, quoi. C'est ça qui va pas. Et moi, j'ai du mal maintenant à supporter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours être d'accord avec lui. Oui. Si on n'est pas d'accord, il se met en colère, quoi. Oui, il y a sa vérité et c'est la seule qui soit la bonne. Voilà, les autres, c'est tous des imbéciles, quoi. Ouais. C'est dur, ça. C'est pas d'empathie, quoi, avec les autres. Je comprends pas, quoi. Et si moi je connais des gens, moi j'ai pas mal d'activités, heureusement, parce que ça me maintient. Mais est-ce que vous en arrivez à vous détacher ? Pardon ? Est-ce que vous en arrivez à vous détacher de lui ? Oui. Puis alors ce qu'il y a, c'est qu'il m'appelle très souvent, quoi. Et on a l'impression qu'il se raccroche à moi. Alors s'il a plus que vous, on peut comprendre. Voilà, oui, tout à fait. En même temps, il n'a plus que vous parce qu'il s'est fâché avec le reste. Oui. Personne ne veut plus le voir, quoi. Ouais. Alors, vous dites que vous pensez qu'il est paranoïaque. Enfin, il me semble, des traits. Il y a beaucoup de ressemblances, quoi.
Ouais. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais quand même. Non, ce que vous dites, c'est pas la maladie, hein. La vraie paranoïa, c'est une psychose. Mais disons qu'il a des traits où quand on se fâche, quand on s'énerve et que, comme vous dites, il vous sollicite comme ça beaucoup, qu'il n'y a qu'une seule route, la sienne, et pas une autre. Oui. Ce qui veut dire qu'on est très intolérant. Et puis surtout, vous parlez de peu d'empathie avec les autres. Oui, tout à fait, oui, ça me frappe parce que moi j'étais enseignante. Bon, ben je sais pas, je peux pas être comme ça, c'est pas possible, quoi. J'ai besoin de contact, quoi. Oui, vous avez besoin de communiquer. Oui. Alors, vous avez la chance, vous dites, de ne pas habiter ensemble. Je dis la chance, mais vous n'avez pas dit ça, vous avez dit on n'habite pas ensemble, et moi j'ai l'impression que c'est plutôt une chance, non ? Oui, heureusement. Oui, mais je pense que peut-être que si on avait habité ensemble, on serait peut-être plus ensemble depuis longtemps. Oui. Combien de fois vous voyez par semaine, par exemple ? Beaucoup moins qu'avant. Avant, on se voyait presque tous les jours, mais bon, maintenant c'est qu'une fois par semaine et le week-end. Oui. Maintenant c'est moi qui ai décidé, enfin lui aussi, mais moi surtout. Vous avez mis de la distance. Oui. Oui. Vous êtes insupporté un petit peu par ce comportement ? Ah oui, c'est dur. Puis dans la voiture aussi, vis-à-vis des gens à l'extérieur, c'est plus possible, quoi. C'est crier sur les gens, moi je peux pas supporter ça. Ouais. Alors, je ne comprends pas, il y a quand même un problème. Ouais. Il y a un problème, ça c'est sûr. Vous avez tout à fait raison, vous l'identifiez très bien. Ce qui m'ennuie, moi, voyez-vous, c'est que ce genre de trait de caractère ne va pas en s'arrangeant avec l'âge. C'est vrai. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur pour vous. Tout à fait. Puis je vais avoir 70 ans cette année, alors je me dis quand même, j'ai plus beaucoup d'années à vivre, il faut que j'en profite quand même. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Dans un club où on faisait de la randonnée. Ouais. Oui. Et il se trouve qu'en fait, il avait habité dans ma rue, mais il a été marié, et puis il a perdu sa femme. Et vous, Marie ? Pardon ? Et vous, Marie, qu'est-ce que vous avez vécu ? Je n'ai pas été mariée. Alors, je me dis, je sais pas, je tombe souvent sur des gens comme ça. C'est bizarre. Mais souvent des gens quand même Qui ? Alors on me dit oui, mais t'es trop... Est-ce que vous n'avez pas est-ce que vous n'avez pas plutôt tendance à beaucoup supporter ? Oui, et peut-être. Puis un jour, finalement, vous réalisez que vous n'en pouvez plus, que vous dites il m'appelle beaucoup, il me sollicite, il s'appuie au fond sur moi. C'est-à-dire que un jour vous constatez que vous êtes surtout soutien, voilà, et vous ne voulez plus de ce rôle et vous arrêtez. Oui, tout à fait. C'est pas ce que je recherche dans une relation. Hein. Bah oui. Ou alors, il faut que ce soit dans les deux sens. Que ça soit réciproque, c'est la moindre des choses. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce que vous envisagez de le quitter ? Oui, mais alors le problème, c'est que j'ai un petit peu peur parce que de ses réactions. Alors, déjà au mois de novembre, on a failli se quitter. J'avais dit que j'en avais ras-le-bol, etc. Là, il m'a dit je vais aller voir un psy, etc. Je vais me soigner. Et puis le soir, et dès le lendemain, il m'a dit c'est pas la peine, je vais mieux. Ah mais ça c'est sûr, hein, parce que quand on a des traits comme ça paranoïaques, on trouve qu'on va très bien, on voit surtout pas où est le problème, et on pense que ce sont les autres qui ont un problème. Et oui, tout à fait. Alors là, du coup, le lendemain, c'était fini, quoi. Alors que là, il m'avait promis qu'il irait voir quelqu'un. Il est déjà allé voir quelqu'un, un psy, mais ça n'a duré que 3 séances. Alors moi, je trouve ça bizarre. Parce qu'il pense qu'il a rien. Voilà, mais il peut très bien cacher son jeu. Non, parce que en fait, c'est tout simplement, au fond, lui, il est assez à l'aise avec lui-même. Encore une fois, il voit pas du tout où est le problème. Vous avez dit quelque chose de très juste. C'est sa vérité. Donc, bien entendu, il n'a pas tort. Ce sont les autres qui sont des imbéciles, qui ne comprennent pas. Lui, il ne trouve pas qu'il ait particulièrement de défauts ou qu'il puisse se tromper. En fait, le vrai problème, c'est qu'il ne se remet pas du tout en cause. Tout à fait, c'est ça. Remarquez, au moins, il ne fait pas d'ulcère. Si, pourtant, il a eu quelque chose à l'estomac. Oui. Tiens donc. Mais bon, mais il a fait des dépressions quand même. Hein. Donc, oui. Si. Vous ne me disiez pas tout. Si. Il a fait des... Oui, il en a fait une aussi, peut-être il y a 5-6 ans, là, oui.
Oui, tout à fait. Et j'en avais déjà fait d'autres auparavant. Et c'était une dépression comme ça ou c'était, je veux dire, en réaction à un événement, quelque chose de traumatisant, ou c'est arrivé comme ça, insidieusement? Disons, il a perdu sa femme, donc après, peut-être, là, c'est normal. Mais là, il a perdu un ami également, il y a plusieurs années. Mais il est quand même, je pense quand même qu'il y a un état dépressif, quand même. Oui. Mais dites-moi, je vous trouve courageuse de supporter tout ça. Oui, et j'avoue que là, je suis fatiguée quand même. Je suis fatiguée. Là, j'entends. Je suis décidée ce soir à appeler. Je suis allée voir une psy où j'habite, mais non, ça m'a pas convenu. Donc, j'ai pas continué. Ouais. Mais j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a dit, allez voir un psy ou une psy, quoi. Oui, parce que vous savez que vous pouvez faire un petit casting, hein, il faut être à l'aise avec la personne à qui on va se confier. J'ai pas voulu poursuivre parce que ça me convenait pas. Ouais, mais il y a pas qu'un seul sur la terre. Non, tout à fait. Mais mais là, il comprenait pas pourquoi j'allais voir quelqu'un. Oui. Je lui ai dit que j'allais voir un psy, mais il comprenait pas pourquoi. Attendez, si vous en êtes à aller voir un psy pour pouvoir le supporter, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une vraie question? Oui, il y a une vraie question. Tout à fait. Et la vraie question, c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Voilà. Déjà, on se voit moins, mais c'est peut-être pas non plus. D'ailleurs, il voulait que j'aille chez lui ce soir, je n'y suis pas allée. Mais vous savez ce que j'entends, moi, Marie, c'est que vous avez de moins en moins envie de le voir. Oui. Et que donc, si vous en avez moins envie, au fond, vous séparer, ça ne serait pas si difficile et si douloureux que ça. Oui, mais c'est pour lui dire. Ah, mais ça, c'est facile. Ça, c'est pas le plus dur. Lui dire, contrairement à ce que vous imaginez. Justement, je parle d'imaginer parce que c'est la représentation que vous vous en faites qui est compliquée. Sur le moment, c'est certain, il ne va pas bien le prendre puisqu'il a raison et vous tort. Oui. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer et de tout justifier. Vous dites juste qu'aujourd'hui la situation, elle ne vous convient plus, que vous trouvez qu'il est souvent en colère, dans le conflit et que vous avez du mal à le supporter. Oui. Sans développer. Oui, comme j'avais dit en novembre, oui. Ce que j'avais dit au mois de novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé en novembre? C'est-à-dire qu'après, il était un petit peu mieux. Ouais. Il a fait des efforts. Mais il retombe quand même, malgré tout. Il a fait quelques efforts, je ne vais pas dire le contraire. Mais là, il a envoyé une lettre à sa mère. Moi, non. Une lettre de reproche à sa mère. Ouais. Donc, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Soi-disant qu'elle me défend vis-à-vis de lui. Elle prend ma défense. Ouais. Oui, donc il en veut effectivement à la terre entière. Écoutez, hélas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois pas que ça va aller en s'arrangeant, surtout s'il ne veut voir personne. Mais quand bien même il irait voir quelqu'un, je ne suis pas sûre qu'il entende ce qu'un thérapeute pourrait lui dire, parce qu'il est quand même enfermé avec lui-même. Oui. Et vous avez raison, vous avez du bon temps à prendre. Et je ne suis pas sûre que ce soit avec lui que vous puissiez le faire. Oui. C'est vrai que j'appréhende de lui dire. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de lui dire? Sa réaction, parce qu'il peut avoir des réactions imprévisibles. Hein. Il a des réactions imprévisibles. Par exemple? Oula. Si la personne en face lui tient tête, il peut devenir violent. Hein. Violent, sous quelle forme? Frapper? D'abord par les mots, mais il peut frapper, oui. Frapper, c'est plus embêtant, ça. Oui. Quand je dis c'est plus embêtant, c'est un euphémisme, vous m'avez bien comprise. Mais en même temps, c'est une bonne raison de partir. Parce que la violence, elle est juste intolérable. Oui, tout à fait. Moi, il m'a jamais frappé, mais... Il manquerait plus que ça. Comme vous dites, oui. Non, mais c'est vrai que il y a de la tyrannie aussi. Il y a de la tyrannie si tu fais ça. Je m'en vais. Un chantage. Écoutez. Tout à fait. Alors, vous pouvez éviter qu'il ne soit violent. Pour éviter qu'il ne soit violent, je vais vous dire, le mieux, c'est de lui annoncer, non pas chez lui ou chez vous, mais à l'extérieur.
Oui. Dans un lieu qui vous protège, en fait. Dans un lieu public, généralement, c'est le mieux, parce qu'il ne pourra pas, comme ça, donner libre cours. C'est pas si sûr que ça. Hein. Ouais, mais même si il donnait libre cours à sa violence, il y aura toujours des gens autour pour l'empêcher d'être trop violent ou de hurler trop fort. On va très vite le rappeler à l'ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il ne pourra pas faire... C'est arrivé avec sa mère, avec une employée de restaurant... Et j'étais avec sa mère et on a eu très peur parce que la responsable a failli appeler Oui, mais en même temps, il serait venu... La police. Voilà, il serait venu et puis il aurait quand même été obligé de se contenir s'ils étaient arrivés. Voilà, donc il n'a pas le choix. Donc vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous lui parlez, et certainement vous allez lui parler, vous le faites en dehors de la maison, que ce soit la vôtre ou la sienne. Il faut que ce soit dehors. Et puis, il s'énerve. Ok, vous n'allez pas passer un bon moment parce qu'il va avoir des mots, peut-être des mots durs, il va certainement vous reprocher des choses. Mais après, c'est fini. Ça va durer 1 heure et hop, c'est terminé. Vous allez vous rentrer chez vous et ça sera terminé. Oui. Il faut penser, quand vous serez en face de lui, ce qui est important, c'est de penser à l'heure d'après. Le moment où vous allez mettre la clé dans la serrure et où vous allez vous sentir, je crois, très soulagé. Parce qu'au fond, dans votre tête, moi j'ai l'impression que vous l'avez déjà un peu quitté. Ce que vous redoutez, c'est le moment où vous allez lui annoncer. Mais c'est un peu fait. Mais il a toujours ma clé aussi. Enfin bon, ça c'est encore un petit... Bon, ça c'est pas le plus compliqué. Parce que même s'il avait votre clé et s'il ne voulait pas vous la rendre... et probablement ça serait compliqué pour vous de la lui demander, il reste la solution de changer de serrure. Oui, bien sûr. Oui. Hein, comme ça, vous êtes protégé. Oui, tout à fait. Mais en même temps, sachez qu'il ne va pas vous lâcher comme ça. Non, je sais bien. Alors là, il faut être un peu forte et puis peut-être que ça vaut le coup peut-être de changer de téléphone. Oui, aussi, oui. Ouais, de façon à limiter au maximum les contacts, parce que quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, il peut vous poursuivre, vous appeler, c'est une forme de harcèlement. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà envisagé tout ça. Vous êtes déjà loin dans votre démarche, dans votre pensée. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais parce que vous avez peur de le faire. Oui, tout à fait, j'ai peur. Vous avez peur de le faire, de le vivre, de vivre le moment. Mais le moment, honnêtement, c'est 2 heures maximum. Voilà. Et il faut penser à l'après. Oui. Où vous allez faire... peur aussi de me retrouver seule. Il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Mais il vaut mieux... vaut mieux être serein. C'est la sérénité que je demande, que je réclame. Oui. Parce que plutôt qu'avec quelqu'un qu'on a beaucoup de mal à supporter. Oui. C'est-à-dire que c'est nerveusement, c'est très, très, très dur à supporter. Oui. Ouais. Et puis dans ces cas-là, on se sent encore plus seul. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai, oui. C'est pas facile, hein ? Non, c'est pas facile. Ça fait quand même un petit moment que ça dure, là. Je pense que c'est trop long, d'ailleurs. Ça devient trop long, parce que ça fait un moment que le problème existe. Oui, mais la décision, elle est prise. Et c'était pour moi le plus difficile. Alors je suis d'accord avec vous, l'idée de se retrouver seul, ça peut effrayer. Vous vous dites finalement, est-ce que je vais continuer comme ça ? Mais moi je pense que vous serez rassuré, parce que là il y a beaucoup d'inquiétude. Oui. Dans votre voix, il y a une angoisse. Et ça va être de pire en pire. Donc l'angoisse, elle ne va faire que croître. Et tous les moments que vous allez passer avec lui, ils seront juste épouvantables. Oui, parce que je ne sais jamais quelle réaction il va avoir. Il peut être très calme et d'un seul coup, ça peut venir d'un seul coup. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Y a un truc qui plaît pas et puis hop. Voilà, c'est imprévisible. Tout à fait imprévisible. Ouais. Et ça, c'est très dur à vivre. Ouais. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je ne peux pas lui présenter d'amis. De toute façon, ils ne sont jamais bien, mes amis. Donc, Et puis, il va se fâcher avec, parce que ce qu'il veut, c'est vous éloigner. Vous couper de tout le monde. C'est généralement le cas. Mes amis, soit ils sont inintelligents, soit ils sont prétentieux ou ennuyeux. Enfin, il y a toujours quelque chose. Quoi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est dans un rapport d'exclusivité avec vous. Ouais. C'est dur, ça, quand même. C'est pas facile à vivre, et surtout, je me demande bien pourquoi vous infligeriez ça. Oui, tout à fait.
à fait. Il n'y a pas de raison non plus. Hein. On n'est pas, la vie n'est pas une expédition punitive. Mais c'est quand même bizarre de se culpabiliser. Moi, je me culpabilise aussi. Je me dis, bah oui, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais pas dû. C'est peut-être aussi, ça vient peut-être de moi. Mais là, quand même, non. Là, je me rends compte. Oui, en plus, vous vous culpabilisez. Oui. Alors, René pose la question suivante. Vous changez la serrure et puis pourquoi est-ce que vous ne le lui dites pas par téléphone ? Oui. Alors, je sais, on va dire, ok, c'est pas très courageux. Mais si vous avez peur, au bout d'un moment, si votre décision de le quitter et que vous savez qu'il risque d'avoir des réactions imprévisibles, voire violentes, pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas du téléphone ? Oui, pourquoi pas, oui. Bah oui, comme ça vous limitez un peu la casse, les risques et vous vous protégez en le disant voilà, je voulais pas te le dire, ça m'ennuie de te le dire comme ça par téléphone parce que on se connaît depuis longtemps, mais j'ai peur de tes réactions. C'est pour ça que je choisis ce moyen-là. Vous lui précisez. Oui. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus pendant un certain temps. Déjà, vous limitez la casse aussi pendant un certain temps. Voilà, on n'est pas tout de suite dans le définitif. On a une atmosphère de conflit autour de nous que j'ai de plus en plus de mal à supporter. Et moi, j'aimerais faire une pause, le temps de savoir où j'en suis. Oui. Hein ? Voilà. Mais c'est vrai que le téléphone, moi, j'aime pas beaucoup pour ce genre de choses. Non, mais bon. Là, c'est différent. Là. Bah, c'est pour vous protéger. Tout à fait. Oui, c'est ça. Se protéger, c'est le mot. Oui. Il faut que j'apprenne aussi à me protéger. Oui, dans ces cas-là, je vais vous dire, c'est pas, vous n'osez pas employer le mot de lâcheté, mais c'est ce à quoi vous pensez. Là, c'est pas de la lâcheté. Oui. C'est, on est dans la survie. C'est pas tout à fait pareil. Oui, tout à fait. Mais j'ai même des copines qui m'ont dit, tu devrais laisser tomber, etc. Oui. J'en ai plusieurs. Puis bon, non. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Ouais, vous persévérez, mais parce que moi je pense que vous avez tendance comme ça, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, à vouloir essayer de sauver jusqu'au bout. Mais vous savez, on ne peut pas sauver qui ne veut pas l'être. Oui. J'ai essayé, mais vraiment, c'est pas possible, quoi. Alors, 2 petits SMS pour vous quand même, Marie, de la part de Babette qui dit: pour avoir vécu une situation similaire, vous allez enfin retrouver la paix, la tranquillité et la sérénité. Je vous confirme, c'est super. D'accord. Courage. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et de la part de Joe aussi, qui dit: vous serez tellement soulagé de ne plus être dans l'anticipation de cette annonce et de cette séparation. Et c'est vrai, au fond, ce dont vous avez besoin, je crois, c'est de passer à l'acte. Oui. C'est ça qui est difficile, quoi. Pour moi. C'est pas si dur. Parce que j'ai peur, quoi. Oui, mais vous avez peur, voilà. Mais une fois que vous avez choisi la solution du téléphone, vous serez tranquillement installé chez vous. Lui, après, il peut faire réagir comme il veut, taper dans tous les murs s'il en a envie. Ce sont seulement. Il peut venir chez moi aussi. Vous pouvez fermer la porte à clé, hein, même s'il a la serrure. Enfin, puis vous pouvez sortir, venir chez vous. On vient pas chez vous comme ça non plus. Non. Mais il a la clé. Et si vous changiez la serrure avant ? Oui. De l'appeler ? Oui, d'accord. Oui. Hein, ça peut se faire, ça aussi. Oui. Vous vous protégez au maximum. Il vaut mieux changer la serrure et comme ça, vous dormez sur vos 2 oreilles. C'est vrai, ça a un coût. On va changer une serrure, ça coûte de l'argent. C'est peut-être ce qui vous arrête. Mais, quelle tranquillité ! Oui, c'est ça. Vous serez chez vous. C'est la tranquillité que je veux. Bien sûr. Et puis surtout, ne plus avoir peur. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que vous avez peur. C'est pas possible de vivre. On ne sait jamais quelle réaction il va avoir. Non, mais c'est pas possible de vivre en permanence dans la peur. J'ai peur qu'il vienne chez moi, j'ai peur qu'il casse tout, j'ai peur qu'il soit violent avec moi, j'ai peur qu'il soit violent dans les mots, j'ai peur qu'il soit violent comme il est violent avec tout le monde, ses enfants, sa mère. Il n'a pas été violent physiquement avec moi, mais dans les mots. J'imagine déjà ce que vous avez dû vous prendre. S'il en veut à sa mère de vous défendre, on peut supposer le reste. Tout à fait. Et là, je dois recevoir des amis un week-end, là, mais j'ai pas envie qu'ils viennent parce que il va encore me dire qu'ils sont pas bien, quoi. Oui, et puis que je vois pas pourquoi vous supporteriez tout ça. Vos amis, si ce sont vos amis, vous les aimez et ils sont certainement très bien et vous avez du plaisir à être avec eux. Et puis vous allez retourner faire de la randonnée et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez partager des bons moments. Non, oui. Franchement, non. Ouais, un peu de paix.
Oui, un peu de paix, oui, c'est ça. Bon, on essaiera la salsa. On essaiera autre chose. Voilà, oui. Bon. Oui. Je vous remercie pour vos conseils. Commencez par changer la serrure, dans l'ordre. Je récapitule. On change la serrure et ensuite on l'appelle. D'accord ? D'accord. Je vous remercie beaucoup, Caroline. À bientôt, merci. Marie. N'oubliez pas de nous donner de vos nouvelles. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Veil vous écoute et vous accompagne. Et nous allons continuer avec Catherine. Bonsoir, Catherine. Oui, bonsoir. Il nous reste 10 minutes. Oh, ça va, on a le temps de faire un petit tour déjà. Oui, c'est-à-dire que c'est bonsoir et merci de m'accueillir. Je suis contente de vous parler. Mais il est évident qu'on a dû vous dire que je téléphone pour une amie. Oui. Et que c'est pas facile. Bon, c'est pas parce qu'elle est éloignée, mais c'est une histoire qui a duré sur une 50aine d'années. Alors moi, je veux bien résumer. Alors allons-y, on résume. Je vais faire mon possible. Allez-y, je vais vous aider. C'est peut-être une chose, voilà. C'est une chose en fait que j'aurais dû annoncer tout de suite quand Thomas m'a appelé. D'ailleurs, j'étais très contente d'être surprise. D'être surprise parce que je pensais pas qu'on me rappellerait. Et en fait, je dois annoncer la couleur en disant que j'ai très peur, franchement, et je suis pas quelqu'un qui suis comme ça énervé facilement, mais très peur que cette personne ne soit en état au bord d'une mort subite. Et oui. Alors, on va s'expliquer un peu. Voilà. Je résume pour vous. Donc, vous appelez pour une amie qui est mariée à un homme maltraitant, c'est ça ? Oui, qui est marié depuis, alors attendez, on va dire entre 40 et 50 ans, voilà. Une cinquantaine d'années, c'est une personne donc qui a un certain âge. Et bon, attendez. Alors elle avait réussi à partir, mais elle était complètement isolée. Oui, je précise quand même que c'est dans une île française des Caraïbes. D'accord. Voilà. Donc... D'accord. Habituée, une grande fortune, habituée à avoir beaucoup de facilité et tout. Quand elle a terminé, elle avait terminé sa vie, sa petite jeunesse dans un pays d'Amérique du Sud. Elle a rejoint le pays où elle est née, cette île-là, et elle a été, on va dire, prise par un CRS. Elle est très belle, elle était donc très jolie femme et lui très bel homme. Et puis il n'a eu de cesse pendant toutes ces années. C'est ce qu'elle m'a annoncé à l'occasion d'une de nos conversations au fil du temps, parce qu'on ne s'est pas appelé tous les jours, sur toutes ces années. Et elle m'a annoncé que, il avait finalement, elle s'était aperçue comme elle avait eu je suis désolée pour elle, je le dis avec affection, l'idiotie de se marier en communauté. Voilà, il a mis le grappin sur beaucoup de choses. La moitié de son argent. Là. Non, mais elle qui s'en apercevait pas parce qu'elle était prise par d'autres choses. En plus, elle a 2 enfants, 2 fils, qui sont naturellement grands maintenant, très âgés quoi, qui ont un certain âge. Et il y en a un qui tient bien du papa, c'est-à-dire avide d'argent, méchant avec elle, la maltraitant aussi. Alors attendez, dites-moi, sous quelle forme elle a été maltraitée ? Sous un harcèlement plutôt moral. Je pense pas qu'il l'ait battue, mais à mon avis, il l'a quand même beaucoup trompée. J'aime pas bien le mot, mais on est pressé, voilà. Et alors, vraiment sur le tard, parce qu'elle avait dépassé 70 ans, au moins 75 ans, elle m'a dit, ça y est, je suis arrivée à initier le divorce, quoi. Elle était avec un avocat et tout. Ouais. Ok. Depuis le temps que je lui disais, mais tu peux pas rester dans cet état-là. Ok. Dans une situation où, toujours essayant d'être accommodante, mais n'en pouvant plus. Et puis, une santé fragile, thyroïde, elle a beaucoup grossi à cause de plein de soucis de santé. Vous vous doutez bien qu'on peut pas séparer l'esprit du corps. Ok. Et là, justement, voilà la situation actuelle. Parce que là, maintenant, depuis 2 mois, presque 2 mois que je l'appelle, je lui dis, tu peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire que elle avait réussi à au moins, attendez, le divorce n'est pas signé, mais c'était sur le point de se faire. Ouais. Elle prend un appart parce qu'il lui restait quand même
quelque chose de façon à pouvoir s'en aller. Je lui disais fuis. Et alors elle va dans son appartement, etc. Moi, le temps passe, peut-être, je sais pas, quelques mois. Tout d'un coup, je me fais du souci, je me dis télépathie, je me dis Claire est dans le c'est horrible ce qui se passe. Je lui téléphone, elle me dit je suis chez moi, j'ai été obligée de revenir chez moi parce que figure-toi qu'il a Alzheimer. Oh, mais attendez, pourquoi est-ce qu'elle est obligée de retourner chez elle ? Parce que parce qu'il y avait personne pour s'occuper de lui à part, une infirmière, une aide, une employée de maison, etc. Mais elle y est retournée parce qu'elle dit, les gens s'occupent mal de lui et c'est plus fort que moi. Vous savez, quand on a été élevé dans une certaine éducation et tout, elle y est retournée et elle s'occupe quand même de lui. Alors maintenant, ce qu'elle fait, elle prend la voiture, elle le met dans la voiture et elle me dit, il m'embête tellement parce qu'elle dit je suis garde toute la journée, même s'il y a des gens qui vont et viennent, et puis elle prend la voiture, elle le promène, ils vont dans les salons de thé, tout ça, elle essaie de le promener. Lui, il se fout d'elle, mais il appuie à toute sa raison, il la reconnaît même pas, et de temps en temps, écoutez, pardonnez-moi, parce que c'est à la radio, mais ça m'a quand même touchée. Tout d'un coup, il se laisse aller de manière, vous voyez, c'est physiquement et tout. Mais ça, c'est la maladie. Il se laisse aller, oui, voilà. Ça, c'est la maladie, c'est la pathologie qui veut ça. Et elle s'occupe quand même quand les gardes sont partis, parce que les gens ne restent pas la nuit. Alors, elle a un fils, celui qui est le plus méchant avec elle, qui est là. Et elle m'a demandé l'autre fois, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'elle m'a dit, voilà la dernière fois ce qu'elle m'a dit, écoute, on va faire l'expérience, tu m'envoies une lettre, tu me dis que tu comprends ma situation, etc. Et ma santé, la thyroïde, elle a eu aussi le lévothyrox, qu'elle a été atteinte comme tout le monde ici, comme beaucoup de gens ici en France. Et alors, je lui ai envoyé cette lettre en disant, tu peux pas rester comme ça, parce qu'elle a dit, je laisserai traîner la lettre pour qu'il voit que j'ai quand même quelqu'un qui comprend et à quel point parce qu'il ne veut rien savoir. Son fils, je parle du fils. J'ai bien compris, oui. Il ne veut rien savoir. Et alors, elle m'a appelée aussitôt. Elle me dit, la lettre est arrivée. Il a mis le grappin dessus dans la boîte aux lettres parce que je n'ai plus la clé de la boîte aux lettres. Et on a bien vu toutes les deux, ça fait 15 jours qu'il a la lettre, il ne lui a pas donné, et il s'en fout, il lui en a même pas parlé. C'est-à-dire que maintenant, vous comprenez, cette femme, elle fait du 22 tension, elle a toujours son cœur qui est là, et elle pleure sans arrêt, elle n'en peut plus. Alors je lui ai dit, mais tu peux pas rester comme ça, Claire, tu peux pas rester comme ça, enfin. Et le fils qui est si méchant, c'est un enfant pour qui elle venait souvent en France pour le faire soigner, parce qu'il avait des problèmes, il a eu un accident étant petit. C'est lui qui est le plus horrible avec elle. Et elle est presque en train de se demander, mais comment elle va faire pour continuer à vivre, parce que, je vais vous le dire, moi, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte, hein. Bah oui, tout simplement. Là, il nous reste 2-3 minutes, vous avez le temps, parce que j'ai dit, moi, je vais téléphoner, parce qu'il me... Vous voyez, quand je pense à elle, c'est Catherine, plus fort que moi. Mais oui, je sens très émue de tout ce que vous racontez. Oui, je suis très émue. Je vous ai dit l'essentiel, je suis très émue. Parce que elle a passé quelques années chez mes parents, quand elle venait avec sa mère et tout. Bon, on se connaît quand même... Je la connais bien, elle m'appelle même ma sœur. Et si je peux faire quelque chose pour écoutez, elle, alors vous allez lui dire qu'il faut qu'elle se sauve, que son fils, il n'a pas à décider pour elle de la vie qu'elle doit avoir, que malgré tout, elle reste autonome financièrement, donc elle s'en va, et puis son fils, il va s'occuper de son père, il va trouver les solutions pour qu'on s'occupe de lui. Un jour, il faut qu'elle parte, parce que sinon, je lui ai dit, je vois très bien, un jour, je lui ai dit, tu vas tomber debout, comme ça, tout d'un coup, tu vas tomber par terre. Oui, crise cardiaque. Non, mais ça, c'est vous qui l'imaginez. Non, mais parce que je sais très bien son état émotionnel aggravé. Elle en pouvait déjà plus. Quand elle est partie. Mais enfin, elle a choisi d'y retourner, Catherine. Ah ben oui. Ça, cette décision, c'est elle qui l'a prise. Vous savez que tout le monde. Je sais pas si j'aurais eu le courage. Vous savez que tout le monde a son libre arbitre. Donc là, voilà, qui part, qui s'en va. Par contre, est-ce
qu'elle peut mettre, ma question principale aussi, est-ce qu'elle peut mettre, parce que j'entends quelquefois sur votre antenne, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait mettre quand même son fils, ça m'ennuie de dire ça, parce que vraiment j'aurais du mal moi à le faire, vous voyez ce que je vais dire, vis-à-vis d'un homme de loi ou quelque chose, pour qu'il y ait un témoin. Parce que son fils, quand même, il doit assistance à ses parents. Alors, naturellement, il s'occupe du père le soir, il le met dans sa chambre, il l'enferme, et c'est lui qui ouvre le matin. Et puis après, il y a l'infirmière, il y a la toilette, c'est pas elle qui l'a fait, heureusement. Mais voilà. Mais elle est là toute la journée. Elle a choisi, Catherine, excusez-moi. Elle a même pas de télé. Oui, je vous répète, elle a choisi d'y retourner. Moi, je veux bien que ce soit par devoir, mais à un moment donné, elle est partie parce qu'elle était épuisée de 50 ans de vie commune avec lui. Elle s'est sentie obligée, et on comprend, c'est très louable, hein, mais comme elle vit l'invivable, je crois qu'il serait temps pour elle, parce qu'elle est épuisée. Il faudrait qu'elle s'aime un peu plus. Elle est épuisée surtout et qu'elle est à bout de force. Oui, mais qu'elle s'aime un peu plus, c'est-à-dire qu'elle se protège, qu'elle au moins, écoutez, à notre époque, on peut vivre 90, 95, il y a des gens qui arrivent à centenaire. Pourquoi il faudrait qu'elle se tue pour quelqu'un qui n'a même pas fait cas d'elle, sauf que, vous voyez, ce CRS, il faut quand même avouer, je me disais, oh là là, mon Dieu, vous pensez bien que une jolie femme avec une grosse fortune Bah, écoutez, en tout cas, elle l'a choisi. Je dis pas qu'il l'a pas un petit peu aimée, mais bon, elle était belle, hein. Bon. Oui, mais enfin, il l'a peut-être aimé aussi pour d'autres qualités que sa beauté. Vous savez, il n'y a pas que la beauté dans la vie. Comme disait ma mère, ça se mange pas en salade. Hein. Pardon, Caroline, mais sa gentillesse. Bah oui, puis son dévouement surtout, c'est ce qu'il avait décelé en elle. Et écoutez, qu'elle la bouclait, puis vous savez, quand elle était plus jeune, c'est normal, vous êtes jeune, elle sortait avec ses amis, etc. Et puis il avait sa raison. Bon, elle se disait, il est pas bien avec moi, mais bon. Alors vous me conseillez, vous, Caroline, de lui dire de partir. Voilà, elle part et puis un jour, elle se présente plus dans la maison. Bah c'est tout. Elle n'est pas obligée d'y aller si c'est aussi dur. Pas d'homme de loi. Bah elle peut aller voir un avocat pour savoir. Mais en tout cas, il y avait une procédure de divorce qui était entamée. C'était justement ça. C'était sur Mais je crois que c'est un avocat surtout qu'il faut qu'elle voie. Catherine, ouais, un avocat. Elle commence par aller voir un avocat qui la conseillera au mieux parce que c'est un problème de droit. Catherine, on est obligé de se quitter. Vous savez bien que notre émission va s'arrêter, mais je vous retrouve très prochainement avec beaucoup de plaisir. D'accord ? Au revoir Catherine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et je vous retrouve demain à 23h.